Vive les vacances! Adieu histoire, géographie, arithmétique, retenues et punitions. Le maître a fermé ses livres et l'école a fermé ses portes. Tout un petit monde bruyant et trépidant d'impatience, avide de liberté et d'air pur, va sans plus tarder, grâce aux organisations de colonies de vacances, fuir la ville par les grandes gares qui sont autant de portes largement ouvertes sur la mer, la montagne ou les verdoyantes campagnes. Sur quelques-uns de ces petits visages, on peut voir l'ombre d'une inquiétude, car pour certains, c'est la première fois que l'on quitte papa et maman. Et sans eux, cet événement prend la forme d'un départ pour une grande aventure vers l'inconnu. Et puis, il y a le gros chagrin de ceux qui restent, trop petits encore pour quitter le giron maternel. Pour les enfants qui ne peuvent partir en vacances ou attendent le départ de leurs parents, des promenades en groupe utilisant le chemin de fer sont organisées. C'est ainsi que pendant l'été 1958, près de 345 000 enfants sont transportés sur l'ensemble de la SNCF par les trains et autorails réguliers ou spéciaux. Mais revenons au grand départ lointain. Nous sommes à la gare Montparnasse à Paris. C'est ici, en pareil cas, un spectacle commun à toutes les grandes gares parisiennes et de la métropole. Autobus et cars amènent une foule mouvante et bigarrée de jeunes candidats à la vie au grand air, plus ou moins armés de terribles engins qui doivent, d'après eux, rendre précaire la vie des papillons et des poissons. Sous la direction de leurs moniteurs et des contrôleurs de la SNCF, ils prennent place dans les voitures réservées des trains qui vont les emporter vers des horizons nouveaux. Parfaitement orchestrés, ces voyages sont échelonnés selon les demandes sur toute la période des vacances scolaires, et cela dans toutes les directions. De l'est à l'ouest et du nord au sud, les 6 régions de la SNCF ont acheminé pour les colonies de vacances pendant l'été 1958 plus d'1 600 000 voyageurs du jeune âge qui, chaque année, attendent avec impatience la tacite reconduction du contrat vacances. On ferme! On ferme! Ce n'est pas ici le cri traditionnel du gardien de musée à l'heure de la fermeture, mais le terme d'une année pour tous les citadins qui, depuis 11 mois, attendent dans le travail le jour béni du départ en vacances. Commerçants, artisans, ouvriers, employés et tout un monde laborieux n'a plus maintenant qu'un désir, partir. À quelques tours de roue parfois ou très loin, mais partir. Fuir la ville bruyante, oublier pour un moment les soucis de la vie, s'évader du trop familier décor quotidien et se sentir enfin libre et détendu devant la nature. Que ce soit vers les plaines du nord, du pays Picard, ou vers la Belgique, la Hollande, la Suède, que ce soit vers l'est, aux provinces si riches en histoire et l'Allemagne, ou bien encore, comme ici, à Paris-Saint-Lazare, vers l'ouest normand aux verdoyantes prairies doucement vallonnées s'allongeant vers la mer, chacun s'en va. Et les banlieusards, en changeant de quai, désertent pour un temps l'ambiance de leur gare de tous les jours. Mais il y a aussi l'extraordinaire va-et-vient des grands touristes, français ou étrangers, amateurs de grands voyages, avides de connaissances culturelles ou artistiques. Et en un mouvement incessant, les trains transatlantiques puisent ou déversent en gare leur flot de voyageurs impatients. Ici, c'est la gare de Paris-Lyon, point de départ vers les Alpes et le midi de la France. Ainsi que les légions de fourmis que l'on voit courir en rang pressé sur le sol, taxis et voitures particulières montent à l'assaut de la grande gare parisienne. Sans rancune, le métro laisse partir ses fidèles habitués, sachant bien qu'il les retrouvera bientôt.
Pour faire face et donner satisfaction à toutes les demandes de cette immense foule, la SNCF a mis en marche de nombreux trains supplémentaires, quadruplés parfois, sur tous les itinéraires. Se succédant au départ de 5 en 5 et même de 3 en 3 minutes, ces trains partent en toute sécurité et à pleine vitesse vers la Bourgogne, le Dauphiné, la Savoie et la Suisse, la Provence, la Côte d'Azur et l'Italie. L'Auvergne, le Pays Basque, le Roussillon, le Poitou, la Saintonge, Lourdes, les Pyrénées et l'Espagne, c'est l'affaire de Paris-Austerlitz, qui n'a rien à envier à l'activité fébrile des autres gares. Là aussi, les trains sont doublés et triplés pour faire face aux demandes nombreuses et souvent tardives. Mais malgré les perturbations apportées dans les horaires par ces nombreux trains supplémentaires, le chemin de fer satisfait tous les désirs de ces impatients clients qui ont toujours raison. Ouvrant largement son éventail de voies ferrées de Nantes à Brest et à Granville, en passant par la côte d'Émeraude, la gare de Paris-Montparnasse voit affluer sur ses quais tout un monde d'amateurs de pêche à la crevette et de baignade. Mais beaucoup s'arrêteront dans les reposantes campagnes vallonnées du Perche, de l'ouest de la Normandie et des Alpes mancelles. Enfin, la Bretagne, aux solides traditions ancestrales, accueillera tous ceux qui savent apprécier les vieilles pierres et la vie rustique du pays d'Armor. Quelques chiffres donneront une idée de ce que représentent ces exodes saisonniers de voyageurs. Pendant la semaine des grands départs d'été, du 25 juillet au 5 août 1958, les grandes gares parisiennes ont assuré le départ de 1 700 000 voyageurs, soit 142 000 voyageurs par jour en moyenne. Dans la seule journée du dimanche 3 août, les gares de Paris ont vu partir 220 000 voyageurs, soit la population tout entière d'une ville comme Nantes. Mais à la pointe d'été s'ajoute maintenant la pointe d'hiver. Le 23 décembre 1958, 170 000 voyageurs ont quitté Paris par chemin de fer. Et que dire des retours? Dans la matinée du dimanche 4 janvier 1959, en 6 heures, 60 trains sont arrivés en gare de Lyon à Paris. En une seule heure de cette matinée, de 6h22 à 7h22, cette gare a reçu 14 trains de grande ligne, soit un train toutes les 4 minutes. Ce qui représente quelques 11 000 voyageurs à écouler par heure. Seul le chemin de fer est à même de faire face à de pareilles pointes de trafic et de rester ainsi en toutes circonstances fidèle à sa devise, un service public au service du public. Un nouveau mode de tourisme a fait son apparition dans les Pyrénées, l'hélicoptère. Pour compléter ses services d'autocar sillonnant en tous sens des sites merveilleux, la SNCF offre aux estivants la possibilité de survoler et de découvrir sous des angles tout à fait nouveaux des paysages classiques. Ce genre d'excursion permet aux passagers de l'hélicoptère de renouveler tout l'intérêt qu'ils portaient à des sites très connus. 2 hélistations ont été installées, l'une au Théâtre de Verdure à Cauterets et l'autre au Pont d'Espagne. L'appareil, d'une puissance de 260 chevaux,
peut transporter 3 passagers en plus du pilote. Une visibilité totale rendue possible grâce à la conception de la cabine en forme de bulle transparente permet d'admirer le magnifique décor de cette région pyrénéenne. La sécurité dans ce nouveau genre de transport n'est pas un vain mot. En cas d'arrêt du moteur, l'appareil se pose grâce à son système d'autorotation avec la même douceur qu'en atterrissage normal. Mais les touristes ne sont pas les seuls à apprécier ce moyen de locomotion. En effet, les pêcheurs des lacs de montagne et les chasseurs d'isards se félicitent aussi de cette innovation. Elle leur permet d'atteindre rapidement et sans fatigue le lieu de leurs exploits, qui se trouve quelquefois situé dans des endroits difficilement accessibles. Desservant le pont d'Espagne, les lacs de Gaube et d'Illéou, le Marcadan, le lac d'Aratille, en bouclant le grand circuit dit du Centenaire, la libellule jaune d'or éveille les échos endormis de la vallée d'Eston, se faufile entre les parois abruptes et survole les crêtes. Réservés jusqu'ici aux seuls spécialistes des escalades, les spectacles grandioses de la nature s'offrent maintenant avec plus d'ampleur à l'admiration des passagers de l'hélicoptère SNCF. Depuis sa mise en service, l'hélicoptère de tourisme a connu un succès grandissant et ses passagers tour à tour français, anglais, belges, hollandais, espagnols, syriens ont toujours été émerveillés d'avoir pu découvrir sous un angle inconnu les splendides paysages mis ainsi à leur portée.